8 janvier 2001 à Paris. Le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, dévoile son premier rapport sur l'accident qui a causé la perte du Concorde 6 mois plus tôt. La responsable du crash vient d'être identifiée. Elle provient d'un autre avion et mesure 43 cm. Une simple lamelle de titane qui, le 25 juillet 2000, a provoqué la mort de 113 personnes et la chute du plus mythique de tous les avions. C'était un accident improbable. Cet avion a trouvé le moyen d'avoir un accident aussi spectaculaire que sa carrière l'a été. C'était un avion si solide, je le croyais invulnérable. Grâce à des images 3D inédites, nous allons vous expliquer comment un enchaînement à peine croyable a pu causer cette catastrophe. Avec la coupure, la pression et la vitesse, le pneu vole en morceaux. En fait, c'est une explosion de carburant. Le caoutchouc ne pénètre pas le réservoir. On parle de 75 à 100 litres de carburant à la seconde qui s'échappe. Ce carburant s'enflamme et une immense traînée de feu apparaît, juste derrière l'aile gauche. L'intensité de la flamme est telle, c'est un véritable chalumeau. Nous allons vous faire vivre seconde par seconde ce scénario de l'intérieur même de l'avion. Ils sont obligés de décoller, ils n'ont pas le choix. Vous allez découvrir pourquoi ce crash était inévitable. Sur une piste qui fait 45 mètres de large, elle a trouvé le moyen d'être juste à l'emplacement du passage des roues. Il n'y a pas eu d'erreur et ils n'avaient aucune chance. Cet avion était trop beau, trop magique. On ne pouvait pas envisager qu'il se crache en bout de piste à Roissy. C'était totalement incroyable. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Nous allons tenter de comprendre comment cet appareil qui a fait rêver la France a pu se transformer en 120 secondes en catastrophe hors de contrôle. Une fois qu'ils sont en vol, dans cette situation, l'avion est condamné. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au nord de Paris. Nous sommes le 25 juillet 2000 et c'est une belle journée d'été qui commence. Roissy est l'un des 10 plus grands aéroports au monde et en cette période de grandes vacances, le trafic est à son maximum. En coulisses, chaque employé s'active à sa tâche. C'est le cas de Gilles Logelin, l'un des contrôleurs aériens de service. Ce jour-là, je devais travailler le matin et un collègue à moi, la veille, m'a demandé de le remplacer, de faire ce qu'on appelle une permutation, c'est-à-dire de prendre son service de l'après-midi et en échange de quoi il prenait mon service du matin. L'après-midi commence de manière ordinaire, donc j'ai pris la position de contrôleur qui gère les pistes. Je regarde ce qui va m'arriver en tant que contrôleur d'aérodrome. C'est vrai que j'ai vu sur le parking d'Air France, qui est pas très loin, j'ai vu un avion Concorde qui était prêt à repousser. D'habitude, le Concorde effectue une rotation par jour. Aujourd'hui, c'est son 3e départ. Un vol spécial est prévu pour New York dans l'après-midi. Comme tous les employés de Roissy, Gilles Logelin est un admirateur du Concorde. Le contrôleur aérien l'ignore encore, mais ce 25 juillet, il va être le témoin direct de la chute du plus mythique des avions. Pour comprendre ce jour incroyable, il faut revenir à l'origine même de la conception de l'avion supersonique, 40 ans plus tôt. « 1961. L'aérogare d'Orly-Sud est inaugurée. Preuve que le transport aérien est en pleine mutation, l'aéronautique militaire est à la pointe. Les avions de chasse atteignent des vitesses inédites jusque-là et rivalisent de technologie. À l'époque, Pierre Grange n'est pas encore pilote de Concorde. Il vit les années 60 comme un âge d'or de l'aéronautique. La décennie 60-70 est extraordinaire. Chaque année, on va au Salon du Bourget voir les derniers développements de l'industrie aéronautique.
C'était encore l'époque, dans les années 60, où on pensait pouvoir faire, et ben on dit on va faire. À cette époque, commence à mûrir une idée un peu folle. Puisque le tourisme aérien se démocratise, et si on s'inspirait des technologies militaires pour les vols civils? En 1960, New York n'est plus qu'à 8 heures de vol de Paris, au lieu de 14h40 encore 3 ans auparavant. Serait-il possible de réduire encore les temps de trajet? On est tout juste en train de mettre en service des avions de ligne à réaction. Le Boeing 707, le Douglas DC-8, la Caravelle vole depuis 3 ans, 4 ans. Et donc à partir de ce moment-là, quand on a su qu'on allait, avec des avions militaires, être capable de voler à 2 fois la vitesse du son, 2300, 2350 km/h, immédiatement, on se dit qu'on peut toujours aller plus haut, toujours aller plus loin, toujours aller plus vite. Et par conséquent, pourquoi ne pas aussi concevoir un avion de ligne supersonique? Faire voler des passagers à la vitesse d'un avion de chasse. Le défi technologique est sans précédent dans le monde de l'aviation civile. Et pourtant, la France et le Royaume-Uni vont tenter de construire l'avion de ligne le plus rapide du monde. En vitesse de croisière, il atteindra Mach 2. Mach 1, c'est en gros 1200, 1150 km/h. Mach 2, c'est en gros 2350 km/h. Voilà. C'est franchement une vitesse à laquelle vous ne risquez pas d'aller, sinon, à moins que vous soyez une balle de fusil, quoi. C'est la première fois dans l'histoire qu'on va faire voler des passagers à vitesse supersonique, c'est-à-dire que des passagers vont voler à la même vitesse que des pilotes de chasse, sans avoir une combinaison anti-G, sans avoir un masque à oxygène. Au contraire, ils sont installés confortablement dans un siège, ils ont à l'époque le droit d'allumer un cigare. Donc, si vous voulez, on a affaire à un monde totalement différent. Le coût de ce programme baptisé Concorde est pharaonique, l'équivalent de 3 milliards d'euros actuels. Les Européens sont ambitieux. Ils prévoient une mise en service seulement 8 ans plus tard, en 1970. Alors de chaque côté de la Manche, on s'active. Au total, ils sont plus de 200 000 à travailler sur ce projet quasi impossible. Il faut dire que les défis techniques à relever sont nombreux. On lance le Concorde comme si on savait déjà faire très bien un avion de ligne supersonique. Évidemment, ça va être très compliqué. Pourtant, après seulement 7 années de conception, le 2 mars 1969, le prototype du Concorde voit enfin le jour. Ce jour-là, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les concepteurs de l'avion sont fébriles. L'appareil s'apprête à faire son premier vol d'essai. Voilà Concorde s'élance sur la piste. Vous entendez ces réacteurs qui donnent maintenant toute leur puissance. Le vol ne dure que 27 minutes, mais l'essentiel est fait. L'avion vole en toute sécurité. Janvier 1976, Concorde effectue son premier vol commercial. Lorsqu'en 1976 nous volons sur Concorde, tout est prouvé, tout marche. On n'a plus qu'à y aller. Je rappelle que l'engagement de Concorde, c'est Paris-New York, Mach 2. Et ça, il le tient. Immédiatement, Concorde passe du statut d'avion supersonique à celui de symbole. Le projet Concorde était l'équivalent européen du programme américain Apollo d'atterrissage sur la Lune. Parce que la complexité de faire voler un avion de ligne à vitesse supersonique et donner l'impression qu'il s'agit là de quelque chose de vraiment ordinaire était un défi extraordinaire à relever. C'est le chef-d'œuvre d'une génération de ces ingénieurs d'après-guerre, de tous ces gens qui ont réussi à faire cet avion magnifique en donnant tous le meilleur d'eux-mêmes en France comme en Grande-Bretagne. Concorde est l'avion de tous les records. 600 mètres, soit l'équivalent de 6 terrains de foot parcourus en une seule seconde à 18 000 mètres d'altitude.
On est allé plus haut et plus vite que n'importe qui au monde. La majorité des avions sont entre 10 et 12 000 mètres d'altitude. Donc si vous voulez, vous êtes seul sur l'autoroute du ciel. Il n'y a personne là-haut. Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique civile, l'océan Atlantique se traverse en à peine 3h20 au lieu de 8 heures. On pouvait aller signer un contrat à New York ou à Londres, se lever tranquillement, prendre l'avion à 9h du matin et à 22h, on était posé à Charles de Gaulle. Et on avait passé une bonne demi-journée à New York. Pour tout le monde, Concorde est un avion aussi rapide que sûr. Personne ne peut imaginer alors la catastrophe qu'il va vivre. Retour à Roissy-Charles de Gaulle le 25 juillet 2000. Il est 14h. Le décollage du Concorde FBTSC est prévu à 15h. Mais pendant la maintenance pré-vol de l'avion, on se rend compte qu'il y a un souci. Une pièce du réacteur doit être changée. Le vol prend 1 heure de retard. Il y a un problème sur l'un des inverseurs de poussée. À juste titre, le commandant de bord fait changer cet inverseur de poussée avant de décoller. Puis tout est prêt. Même si ce n'est pas dangereux, les équipes décident de faire partir l'avion avec du retard. Ici, on ne transige pas avec la sécurité. Même si le Concorde n'a jamais connu d'accident mortel, le monde de l'aviation supersonique a déjà été endeuillé. 3 juin 1973. Nous sommes au Salon du Bourget. Cette année-là, 2 avions d'exception sont présentés. Concorde et son principal concurrent, son jumeau, le Tu-144, produit par le russe Tupolev. Les soviétiques, quand ils vont voir que des projets se développent dans l'Europe de l'Ouest, français et britanniques, vont décider avec Tupolev de se lancer dans la course. Un seul détail différencie les 2 avions jumeaux. Le Tu-144 a des moustaches de chaque côté du cockpit pour l'aider à garder l'équilibre. D'ailleurs, ces similitudes avec le Concorde sont telles qu'on soupçonne un espionnage industriel. À l'ouest, on le surnommera même Concordski. Le Tupolev vole la vedette à l'avion franco-britannique en franchissant Mach 2 quelques mois avant lui. Mais son succès sera de courte durée. Le vol de présentation du Concordski au Bourget tourne à la catastrophe. À cause d'un défaut de conception, l'avion se disloque en vol. « 14 personnes trouvent la mort. En France et en Angleterre, on est confiant. On pense que cet accident est dû à l'inconscience des Soviétiques. Ils ont voulu aller toujours plus haut, ils se sont brûlés les ailes. Jamais le Concorde ne connaîtra un tel destin. C'est du moins ce que pensent ses concepteurs. Même s'il bénéficie d'une technologie de pointe, le Concorde a aussi son talon d'Achille. L'un des plus gros points faibles de l'avion est directement lié à sa manière de décoller. Un décollage quasiment vertical, très impressionnant. C'est un décollage très impressionnant, une sorte de décollage très actif en fait. La poussée est telle que le passager va être plaqué à son dossier de siège. Déjà ça, c'est pour eux l'aventure. Je disais toujours à mes voisins, quand j'étais en Concorde, je disais, tiens, défaites votre ceinture, essayez de vous lever, juste pour voir. On ne peut pas se lever. On pouvait sentir cette énorme force d'accélération dans le dos. Vous aviez alors l'impression que votre avion voulait s'envoler, qu'il voulait s'élancer vers son environnement naturel aussi vite que possible. Si le décollage est si puissant, c'est à cause des ailes Delta du Concorde. Bon, c'est un avion qui est dessiné comme les avions de chasse performants de l'époque, donc un avion à aile Delta. La prise au vent de cette aile est moins évidente que sur un avion de ligne classique. Concorde doit se cabrer beaucoup plus. Lorsqu'un Concorde décolle, son aile Delta ne produit aucune portance. Vous pouvez aller aussi vite que vous voulez sur une longueur de piste infinie devant vous. Vous ne pouvez pas décoller tant que vous n'avez pas levé le manche pour présenter cette aile au flux d'air. Et ce n'est qu'à ce moment-là
que l'aile delta produit de la portance et que l'avion décolle. Mais ce décollage particulier présente un problème. Il rend l'avion vulnérable. Lorsqu'il s'envole, ses 185 tonnes reposent uniquement sur son train arrière. Concorde est un avion qui a été construit dans les années 60, dans la décennie 60-70. Il utilise, comme le Boeing 747, des pneus de première génération et qui sont extrêmement tendus et propices à l'éclatement. Pendant le décollage, les pneus sur Concorde subissent une pression bien plus importante que sur un avion classique. Le risque d'éclatement est donc beaucoup plus important que sur un avion de ligne classique. C'est le cas dès 1979 à Dakar, où un pneu explose au moment où le Concorde décolle. C'est le cas encore en juin de la même année, au décollage de l'aéroport de Washington. Un pneu éclate, l'impact du morceau de caoutchouc perfore 3 réservoirs et laisse un trou béant dans l'aile, comme le montre cette photo. Il y a fuite de carburant et l'avion est obligé de se poser. Le pilote ce jour-là a fait un boulot fantastique. Il a réussi à revenir se poser à Washington. À l'époque, cet incident passe inaperçu. Personne n'a jamais vraiment entendu parler de ça. On a passé ça sous silence. Pas de doute, le point faible du Concorde, c'était ses pneus. Un enchaînement tragique qui se reproduira quelques années plus tard. 25 juillet 2000 à Roissy, il est 15h. Dans le terminal numéro 1 de l'aéroport, un groupe de voyageurs s'impatiente. Ils sont allemands et ils vont emprunter l'avion mythique. En effet, l'appareil FBTSC a été affrété par une compagnie de tourisme allemande. Depuis quelques années, Concorde est en proie à des difficultés financières. Depuis son lancement, l'avion connaît 2 handicaps. L'interdiction de survol des zones habitées en vol supersonique, qui limite le nombre de destinations, et l'augmentation constante du prix du pétrole. Il faut reconnaître que cet avion n'était pas très utilisé, puisqu'il ne faisait que Paris-New York pour les Français et que Londres-New York pour les Britanniques. Donc pour rentabiliser les avions que possédaient les compagnies, elles organisaient des tours du monde, des baptêmes de l'air, des vols spéciaux pour des gens qui ont envie non pas de se déplacer avec Concorde, mais de découvrir le vol supersonique à l'occasion d'un voyage ou d'un vol spécial. Air France a affrété ce charter entre Paris et New York pour un groupe d'Allemands d'une petite ville en Allemagne. Ils doivent ensuite rejoindre le paquebot, le Deutschland. New York n'est que la première étape pour ce groupe composé de 100 passagers allemands. Ils embarqueront ensuite pour une croisière vers l'équateur. Ici, pas de businessmen habitués de la ligne, mais des passagers ordinaires venus célébrer leur passage à la retraite. Pour la plupart, c'est leur premier vol supersonique. C'est le voyage de leur vie. Ils le savent, voler sur un Concorde est un privilège réservé à une élite. Il faut dire que le billet aller-retour pour New York coûte environ 9 000 €. C'est vraiment le top du top, avec un accueil extrêmement personnalisé, extrêmement chic, extrêmement souriant, extrêmement aimable. On n'est pas dans le transport de masse, on est vraiment dans le transport individualisé. Chaque passager a vraiment un nom. Caroline Cadier a été chef de cabine sur Concorde pendant 10 ans. Je dois dire que j'accueille à bord régulièrement tous les grands de ce monde. L'homme ou la femme d'affaires, la star de cinéma, le mannequin vedette, l'homme politique ou la femme politique. Vous pouvez avoir dans un vol Mick Jagger, Rostropovitch, Gérard Depardieu. Le service à bord est digne des plus grands palaces. Le caviar, c'est systématique. Nous ne servions et nous n'offrions que des grands crus classés, des champagnes millésimés. Vous êtes dans le luxe d'un bout à l'autre. « 15h40, l'embarquement commence. À l'avant de l'appareil, c'est un homme d'expérience qui s'installe dans le cockpit. Le commandant Christian Marty est un habitué. Il a derrière lui plus de 300 heures de vol sur Concorde.
Piloter Concorde, ce n'est pas piloter n'importe quel avion. S'il séduit les passagers, il fait littéralement l'admiration de ceux qui ont la chance d'en prendre les manettes. John Hutchinson a été pilote de Concorde chez British Airways pendant 15 ans. C'était une merveille à regarder et à piloter. C'était un avion tout simplement fantastique. Vous pouviez le piloter avec votre pouce et votre index. C'était un avion si réactif. En fait, c'était un pur sang de course. Pour se rendre compte de sa vitesse, il fallait voler sur la même trajectoire qu'un avion subsonique. Et là, on pouvait voir un 747 voler à 6000 mètres sous nous, et on avait l'impression qu'il reculait. C'était extraordinaire. Pour moi, piloter Concorde, c'était la réalisation de mon plus grand rêve. Le plaisir d'être là-haut, c'est une forme d'abstraction à la gravité terrestre. C'est pas qu'on respire mieux, mais on a l'impression qu'on respire mieux. Aujourd'hui, le Concorde est plein. 100 passagers vont voyager avec l'avion mythique. À 16h25, l'embarquement est terminé. Gilles Logelin, le contrôleur aérien de service ce jour-là, attend l'appel du commandant de bord. En jetant un œil sur le parking, je vois que le Concorde ne va pas tarder à être prêt à partir. C'est ce qui se passe, donc le pilote m'appelle sur le taxiway, à l'endroit habituel où il doit appeler. Pour rallier New York, l'avion part avec 95 tonnes de carburant, plus de la moitié de son poids. Ces 13 réservoirs sont pleins à ras-bord, seul moyen d'être sûr de traverser l'Atlantique. En comptant les passagers et les bagages, l'appareil pèse 187 tonnes. Il va décoller au maximum de sa charge autorisée. Il a beaucoup de carburant, il a beaucoup de passagers, la température est élevée, la pression est assez élevée, et donc voilà, il est lourd. Il faut savoir que la phase de décollage pour un avion est une phase sensible. Un avion est plein de carburant puisqu'il n'a pas encore commencé son vol. Donc il est lourd, peu maniable, donc c'est vrai qu'on sait que c'est des phases sensibles, et les accidents au décollage sont toujours très spectaculaires. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Jean de bord. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce Concorde à destination de New York. Nous allons mettre en route dans quelques instants. Gilles Logelin leur attribue la piste 26 droite, la plus longue de l'aéroport. Elle mesure 4215 mètres. 5 minutes avant l'horaire prévu de décollage du Concorde, un avion s'envole de cette même piste. Il s'agit d'un DC-10 de la compagnie américaine Continental. Personne ne s'en rend compte, mais lors de son décollage, un événement fatal se produit. Hélas, ce jour-là, un avion qui a décollé précédemment a perdu une pièce de métal qui est une sorte de bandeau tordu et qui traîne sur la piste. Une simple lamelle de 43 cm de long dont le rôle est de protéger le réacteur du DC-10. Si l'avion de Continental Airlines peut voler sans, elle représente potentiellement un danger mortel pour le Concorde. Mais pour l'heure, tout va bien. Pour le contrôleur, l'avion supersonique est prêt à décoller. Ce jour-là, c'est le travail habituel. Donc lorsque j'estime le moment est venu, il est temps d'autoriser cet avion à s'aligner et à décoller. Air France 4590, piste 26 droite, vent 0,98 nœuds, autorisé décollage. Décollage, top! Le pilote met la puissance et s'élance sur la piste. Il est exactement 16h42 et 31 secondes. Jusqu'ici, pour l'équipage, tout se déroule normalement. En quelques secondes, l'avion prend de la puissance et s'apprête à quitter le sol. Depuis la tour de contrôle sud, Gilles Logelin prend le temps d'admirer le décollage puissant et cabré du Concorde. Je regarde cet avion s'élancer, le Concorde étant un bel oiseau, c'est difficile de ne pas le regarder, donc on le regarde autant que faire se peut. Le Concorde décolle presque 2 fois plus vite que les autres avions. Ces moteurs ultra puissants des Rolls-Royce Olympus, conçus spécialement pour lui, fonctionnent avec ce qu'on appelle la post-combustion.
La post-combustion, on trouve ça sur tous les avions de combat et sur un seul avion de ligne au monde, c'est le Concorde. C'est quelque chose qu'on rajoute à un moteur pour en augmenter la puissance. On injecte du carburant dans les gaz chauds à l'arrière du premier étage de turbine des moteurs, et à partir de là, on fabrique un surcroît de poussée. Donc sur Concorde, il y avait des moteurs qui faisaient 14 tonnes de poussée. Avec la post-combustion, on arrivait à 17 tonnes. En gros, on gagnait 30%. Donc ça représentait un moteur de plus. 32 secondes plus tard, à pleine puissance, la post-combustion actionnée, l'avion atteint 150 nœuds, soit 278 km/h. Ce jour-là, c'est sa vitesse de décision. C'est ce qu'on appelle V1 dans le monde de l'aviation. Autrement dit, le point de non-retour. Dans tous les avions du monde qui décollent tous les jours, il y a ce qu'on appelle une vitesse de décision. Elle est calculée à chaque décollage, pour chaque poids au décollage, en fonction du vent, de la température, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de vous arrêter à cette vitesse-là, vous allez vous arrêter pile poil à la fin de la piste. Si vous avez un souci après cette vitesse-là et que vous décidez de vous arrêter, eh bien vous allez sortir de la piste, c'est sûr. Quelle que soit la panne, après V1, on décolle. Après V1, si vous avez une urgence, il faut emmener cette panne avec vous dans les airs et vous vous en occupez ensuite en vol. Passé V1, le commandant Marty doit décoller. Il ignore alors que le débris du Continental jonche le sol. Donc le copilote annonce V1. À ce moment-là, le commandant de bord prend le manche à deux mains, les manettes restent pleines avant, et le mécanicien surveille les paramètres moteurs. Concorde roule maintenant à environ 300 km/h, la vitesse d'un TGV. Depuis son cockpit, le pilote ne peut pas l'apercevoir, mais la lamelle du DC-10 de Continental se dresse sur sa route à 1800 mètres du début de la piste. Et une série d'éléments à peine croyables aggrave la situation, à commencer par son emplacement. L'avion continue à accélérer et l'avion roule sur cette lamelle. Sur une piste qui fait 45 mètres de large, elle a trouvé le moyen d'être juste à l'emplacement du passage des roues. Autre détail fatal, cette lamelle de 43 cm de long n'est pas en simple métal comme c'est pourtant censé être le cas sur les DC-10. La faute à l'un des mécaniciens de maintenance. Dans le cheminement du mécanicien qui avait remplacé déjà plusieurs fois cette lamelle, il s'était dit que s'il mettait une lamelle en métal beaucoup plus résistant, il n'allait plus être confronté à cette perte de lamelle. Le titane, en effet, n'est pas un matériau comme les autres. Le titane, c'est un alliage très particulier qui a des particularités de résistance à l'usure. Et donc, c'est un métal qu'on retrouve que dans certaines parties de l'avion où il y a des températures très élevées. C'est un métal très résistant. Le titane résiste aux températures les plus chaudes et aux chocs les plus importants, notamment à la pression d'un pneu d'avion. Mais plus inquiétant encore, la lamelle n'est pas tombée n'importe comment sur la piste. Cette lamelle de titane, elle est tordue et elle est droite comme ça sur la piste. À 324 km/h, le pneu avant du train principal gauche du Concorde percute la lamelle. À cet instant, le pire se produit. Quand le pneu va rouler dessus, elle va rentrer dans le pneu, elle va le découper, elle va l'ouvrir. Cette lamelle tranche le pneumatique sur toute son épaisseur. Et là, le pneu, avec la coupure, la pression et la vitesse, le pneu vole en morceaux. À partir de là, c'est une réaction en chaîne infernale qui s'enclenche. Avec l'explosion du pneu, un énorme morceau de caoutchouc vient heurter violemment le dessous de l'aile. Il faut voir la taille d'un pneu d'avion, hein. C'est quelque chose de très gros, de très grand, de très lourd. Alors, le morceau de pneu, il pèse à peu près 4,5 kg. Je ne connais pas la vitesse de rotation de la roue à ce moment-là, mais il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre que ce morceau de caoutchouc se détache de la roue
à la vitesse d'un missile. Ça représente une masse astronomique, une puissance de choc astronomique. Et ce morceau heurte le dessous du réservoir numéro 5. L'aile est une zone très vulnérable de l'avion. Sur les 13 réservoirs de carburant du Concorde, un seul se trouve dans la queue de l'avion. Les 12 autres occupent la totalité de l'aile delta. Une aile d'avion, c'est le meilleur endroit pour mettre du carburant. Ça appuie directement sur l'aile. C'est un endroit où on ne peut rien mettre d'autre. Le choc du morceau de pneu sur le réservoir numéro 5 rempli à ras-bord de carburant va avoir des conséquences dévastatrices. Même si, contrairement à ce qu'on pense, il ne va pas traverser directement l'aile. En fait, il ne va pas perforer le réservoir, il ne va pas casser le réservoir, il ne va pas percer le réservoir, mais en revanche, ça va provoquer un tel choc dans le réservoir qu'il va y avoir rupture de réservoir. Et ça provoque une onde de choc. L'énergie de ce choc doit bien aller quelque part. Et comme le réservoir est plein, il n'y a pas d'air pour absorber cette énergie. Alors il y a une explosion de carburant. À aucun moment le caoutchouc ne pénètre le réservoir. C'est le carburant qui s'échappe de ce réservoir. C'est exactement comme si vous tapez sur un ballon très fortement. Il n'est pas dit que l'endroit où le ballon va éclater, c'est l'endroit où vous avez tapé. C'est peut-être de l'autre côté ou sur le côté, etc. Voilà. Le trou est béant et la fuite phénoménale. On parle de 75 à 100 litres de carburant à la seconde qui s'échappe. Plus grave encore, le trou provoqué par le morceau de pneu se trouve juste devant les entrées d'air des deux moteurs gauches. Une entrée d'air essentielle au bon fonctionnement des moteurs. Aussitôt, le carburant s'enflamme. Aujourd'hui encore, impossible de savoir ce qui a provoqué cet embrasement. Il existe deux hypothèses, soit un court-circuit, soit la post-combustion qui enflamme le carburant. Lorsque le pneu éclate, ça provoque une rupture de câble électrique à l'intérieur de la trappe de train d'atterrissage avec très probablement des courts-circuits et donc des étincelles. Mais c'est possible aussi que le carburant, qui évidemment part vers l'arrière de l'avion, puisque l'avion avance à 350 km/h, le carburant part vers l'arrière de l'avion. À l'arrière de l'avion, il y a la post-combustion. La post-combustion, c'est des flammes. Le carburant s'enflamme et les flammes remontent le carburant vers le réservoir et donc reviennent vers l'avant des moteurs. Les moteurs, avec cet air extrêmement chaud et vicié, ne peuvent plus fonctionner normalement. Il y a un feu. En soi, ce n'est pas obligatoirement une catastrophe. Le problème, c'est qu'avec seulement 2 moteurs sur 4, l'avion ne peut plus voler normalement. Il ne peut plus voler tout court, d'ailleurs. Une perte de puissance que le commandant de bord remarque immédiatement. On se rend compte tout de suite que quelque chose ne va pas, ne serait-ce que par l'arrêt d'accélération. Comme on l'a souvent dit, l'accélération de Concorde est assez phénoménale et là, l'avion, tout d'un coup, se met à traîner. Au décollage, le Concorde a une poussée prodigieuse de 70 tonnes. Ce jour-là, avec seulement 2 moteurs sur 4, le supersonique est ralenti dans sa course. Malgré tout, vu sa vitesse, le pilote n'a plus le choix. Le commandant de bord continue. Le mécanicien voit les paramètres qui s'affolent sur les moteurs gauches. Depuis sa tour, Gilles Logelin, le contrôleur aérien, se rend compte de la catastrophe qui se déroule sous ses yeux. Subitement, je vois une espèce de flamme de couleur orangée qui semble sortir de l'arrière de l'avion. Je préviens immédiatement le pilote, puisque c'est très important, et je lui dis donc que vous avez Air France 4590, vous avez des flammes derrière vous. Air France 4590, vous avez des flammes derrière vous. Ce à quoi il m'a juste répondu Roger, ça veut dire j'ai bien compris cette information. À partir de ce moment-là, on peut dire que l'arrière gauche du Concorde, c'est le lieu d'un incendie extrêmement violent, dans lequel il n'y a quasiment plus d'air pour alimenter les moteurs.
L'intensité de la flamme est telle, c'est un véritable chalumeau. À cet instant, l'alarme incendie sur le moteur 2 se déclenche dans le cockpit. Le mécanicien navigant actionne l'extincteur. Malgré les flammes, le commandant sait qu'il n'a plus le choix. Il doit décoller. En feu, Concorde quitte la piste 26 droite de Roissy-Charles de Gaulle. Tout cela se passe très vite, l'avion commence à s'élancer dans les airs et là, effectivement, je vois que les flammes augmentent derrière cet avion. Voici l'une des rares photos du Concorde en flammes. On devait sentir la fumée en cabine. Il y a eu d'ailleurs une petite alarme fumée dans une toilette. L'incendie gagne rapidement du terrain sur l'aile. Les flammes atteignent alors plus de 2000 degrés. Les parties métalliques fondent, détruisent un certain nombre de choses. Les gouvernes de direction situées sur l'aile gauche sont détruites. 1 minute à peine après avoir roulé sur la lamelle, l'avion est hors de contrôle. Avec 2 moteurs défaillants sur 4, il ne peut ni prendre de vitesse, ni d'altitude. À partir de ce moment-là, l'avion est condamné. Une fois qu'ils ont quitté le sol avec ses 2 moteurs coupés, l'avion atteint à peine une altitude de 60 mètres. Et il n'atteint jamais sa vitesse de sécurité de 220 nœuds. Et l'avion, en dessous d'une certaine vitesse, il ne peut plus voler. Donc ils vont être obligés d'arrêter la montée pour essayer de conserver de la vitesse. Ensuite, ils s'aperçoivent qu'avec 2 moteurs en moins, l'avion part sur la gauche. Ils vont réduire un peu la puissance sur la droite. Mais plus ils réduisent la puissance, plus la vitesse va diminuer. Ce n'est plus vraiment une machine volante. C'est plutôt une sorte de sac de patates qui vole dans les airs. À partir de là, Gilles Logelin, le contrôleur aérien, décide alors de donner la totale priorité au pilote du Concorde pour tenter de sauver l'appareil. À ce moment-là, on ne sait pas ce que va décider le pilote. Tout est possible. L'avion peut revenir, peut faire un tour pour se reposer, peut revenir à contresens, peut tenter de se poser ailleurs. Tout reste possible. Malheureusement, pour revenir se poser à Roissy, il est déjà trop tard. Comprenant qu'ils n'ont aucune chance de revenir se poser à Charles de Gaulle parce qu'ils sont beaucoup trop bas et beaucoup trop lents, ils se disent il y a une piste à gauche tout de suite, c'est le Bourget. On va essayer de faire le Bourget. Et donc, ils annoncent, on tente le bourg et on n'entendra plus rien. Je ne vois pas l'avion, je ne vois plus qu'un champignon de fumée. Et je décide de faire l'appel qui est très dur, hein, d'appeler le Concorde et je dis Air France 4590, me recevez-vous? Je l'ai fait 2 fois et je n'ai pas eu de réponse. Et là, je comprends que ce qui ne peut pas arriver est arrivé, que ce que je n'ai jamais connu dans ma carrière a été vu dans mes yeux, que l'avion s'écrase. Et c'est à ce moment-là que je comprends que ça s'est passé. Après à peine 120 secondes de vol, Concorde s'écrase sur un hôtel au lieu-dit La Patte d'Oie à Gonesse, à seulement 6 km de la piste 26 droite de Roissy. Écoutez, il y a toujours sur place un énorme dispositif de secours, vous pouvez le découvrir derrière moi. Nous nous trouvons exactement à quelques centaines de mètres de la zone du crash. Près de 400 pompiers sont toujours là, fouillent les décombres, inlassablement, à la recherche peut-être de survivants. Malheureusement, il n'y aura pas de survivants. 113 personnes trouvent la mort dans l'accident, les 100 passagers allemands, les 4 victimes dans l'hôtel et les 9 membres de l'équipage. C'est la fin d'un mythe. Après avoir parcouru le monde à une vitesse supersonique, l'avion invincible vient de terminer son histoire en bout de piste à Roissy, à cause d'une simple lamelle métallique.
Un accident d'avion, c'est souvent dans l'océan ou dans le désert où on ne voit pas réellement ce qui s'est passé. On ne pouvait pas envisager qu'il se crache en bout de piste à Roissy. Cet avion a trouvé le moyen d'avoir un accident aussi spectaculaire que sa carrière l'a été, quoi. Dans les jours et les mois qui ont suivi, nombreux sont ceux qui s'interrogent. Cet accident aurait-il pu être évité? Aurait-on pu le prévoir? Alain Bouillard a dirigé l'enquête pour le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Pour lui, la réponse est catégorique. C'est tout un concours de circonstances lorsque l'on a établi le scénario qui montrait que c'était un accident improbable. C'est vrai que ce jour-là, on se dit « Oh, c'est dommage, s'ils n'avaient pas appliqué, peut-être que tout le monde serait vivant ». Mais les analyses qui ont été faites ensuite et les calculs qui ont été faits ensuite ont clairement montré qu'à la vitesse où se trouvait l'avion et à l'endroit où se trouvait l'avion, au moment où l'équipage a compris qu'il y avait un problème, s'ils avaient décidé d'interrompre la procédure de décollage, l'avion serait allé se fracasser en bout de piste et de toute façon, ça n'aurait rien changé. Les conséquences auraient été les mêmes puisque l'avion avait quand même 95 tonnes de carburant à bord. À partir du moment où Concorde roule sur cette lamelle, que le pneu est ainsi tranché à la vitesse où c'est arrivé, le désastre est inévitable. Le commandant de bord essaye jusqu'au dernier moment de sauver son avion. Aucun équipage n'aurait pu maîtriser l'avion dans ces conditions-là. Ce jour-là, on peut dire que vraiment, tout s'est combiné pour qu'il ne puisse pas s'en sortir, car vraiment, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution. À partir du moment où cet avion a décollé et il ne pouvait pas faire autrement, il n'avait plus aucune chance de se reposer entier. Cet accident précipite la fin du géant supersonique. Dès le lendemain du crash, une mesure d'urgence est prise. Les 14 Concorde, ceux d'Air France comme British Airways, sont cloués au sol en attendant les résultats de l'enquête. Ils resteront sans voler pendant 14 mois. Le temps de répondre à une question. Concorde peut-il encore voler en toute sécurité ? On est dans cette idée de dire qu'il y a un problème de navigabilité sur les Concorde. On ne peut pas laisser voler les autres Concorde tant qu'on n'a pas levé le doute. Pour espérer les remettre en service, les Concorde sont améliorées. Les réservoirs sont tapissés de Kevlar, un revêtement encore plus résistant au choc, et les appareils sont équipés de nouveaux pneus beaucoup plus solides. Dès novembre 2001, les vols transatlantiques reprennent. Mais le public n'est plus au rendez-vous. Ça a été le début de la fin de l'exploitation de cet avion, bien sûr. Le remplissage cabine est passé de 80-85% à moins de 20%. Un prix du carburant de plus en plus élevé, une fréquentation en baisse, l'avion n'est plus rentable. En mai 2003, Air France décide de suspendre définitivement les vols de Concorde. Le 21 mai, c'est son dernier vol commercial entre New York et Roissy-Charles de Gaulle. Caroline Cadier, la chef de cabine, fait partie de l'équipage. Quand nous arrivons au parking, là, je dois avouer qu'après avoir fait une dernière fois l'annonce et vu les passagers s'essuyer des petites larmes sur la joue, parce qu'ils savaient que c'était la dernière fois. Ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas un adieu, c'est Concorde, on t'aime. Et j'ai embrassé la carlingue. On a envie de l'embrasser. En octobre 2003, British Airways à son tour met fin au vol de Concorde. C'est la fin du vol supersonique civil. Le retour de l'avion mythique aura duré moins de 2 ans. Un rêve aéronautique s'arrête. Le Concorde arrivait malheureusement avec une carrière sans faute, arrivait à sa fin de vie. Et l'accident, effectivement, a un petit peu écourté sa vie, mais de très peu, finalement. C'était un avion qui était devenu, malgré sa performance inégalée, aujourd'hui encore, il était d'un autre temps. Après 27 ans de bons et loyaux services, l'avion futuriste des années 70 n'a plus sa place dans le transport aérien du XXIe siècle. Aujourd'hui, ce qu'on attend des avions, ça n'est plus la vitesse,
Ça peut être encore la beauté, car il y a de très beaux avions, mais c'est 1 de la sécurité, 2 de la sécurité, 3 de l'environnement et 4 de l'économie. Et Concorde là-dessus, environnement c'était foutu, économie c'était foutu, et sécurité, c'était la sécurité des années 70. C'était pas la sécurité des années 2000 ou des années 2020. Pourtant, le Concorde n'est pas tout à fait mort. À l'heure actuelle, même si plus aucun Concorde ne vole, l'avion a laissé de nombreux héritiers. Le programme Concorde a permis que tous ces équipementiers et toute l'industrie aéronautique française, mais anglaise aussi, se mettent au niveau de l'aviation des années 80. Concorde a ouvert la voie à des quantités d'innovation qu'on retrouve dans toute l'aviation dans le monde entier aujourd'hui. Et non seulement Concorde a ouvert la voie, mais comme Concorde a permis de construire une industrie, eh ben c'est cette industrie qui a permis de développer l'industrie européenne qui s'appelle Airbus aujourd'hui. Le projet Concorde est une sorte de terreau. Ce sont les graines d'où a émergé Airbus. Avec les technologies actuelles, des vols supersoniques en toute sécurité sont-ils envisageables? C'est le pari de plusieurs constructeurs. Véronique Guillermard est journaliste, spécialisée des questions aéronautiques. Pour relancer un projet d'avion supersonique, il faut quasiment repartir de zéro, avoir de l'imagination, de la créativité, laisser les ingénieurs travailler sur de nouvelles voies technologiques pour peut-être créer un avion totalement différent. Mais ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on regarde les prototypes qui nous sont montrés, en tout cas les premiers designs, ça ressemble beaucoup au Concorde. C'est le cas d'Airbus, qui s'associe avec des startups américaines pour développer les avions supersoniques du futur. Ensemble, Airbus et Aerion développent un jet d'affaires d'une capacité de 8 à 12 personnes. Son nom de code aujourd'hui, c'est l'AS2. Peut-être qu'il aura un nom un peu plus sexy commercialement. Le premier vol est prévu en 2021 et la mise en service en 2023. Le constructeur européen a déposé un brevet pour un avion qui serait capable de relier Paris à New York en 1 heure, c'est-à-dire en 3 fois moins de temps que le Concorde des années 60 et 70. Quoi qu'il advienne d'un retour d'un avion de ligne supersonique, le premier Concorde reste pour ses plus fidèles admirateurs inoubliable. Concorde sera toujours vivant tant qu'il sera dans notre esprit. Et Concorde sera toujours dans notre esprit. Aujourd'hui, je crois que Concorde est vraiment rentré dans l'histoire. L'histoire de l'aéronautique mondiale. Concorde aura transporté en 27 ans plus de 4 millions de passagers à 2 fois la vitesse du son. Aujourd'hui, il reste 13 appareils à travers le monde. Tous des pièces de musée. Souvenirs pour certains d'un avion mythique, pour d'autres d'une catastrophe hors de contrôle.